Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir quels sont les différents métiers dans l'industrie de la mode et du luxe. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment le seul réseau social où on peut échanger, on peut discuter. Vous pouvez voir mes pièces de luxe en avant-première, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour avoir le lien des articles que je porte. Et enfin, vous pouvez me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification car je suis très présente et on aborde des sujets très différents. Pour commencer dans le vif du sujet, donc je suis RH dans un groupe de luxe, donc je suis spécialisée recrutement et formation. Et avant cela, j'étais chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement spécialisé mode, retail et luxe. Donc les métiers dont je vais vous parler vont avoir deux importances. La première, c'est que je vais vous parler des différents métiers qui existent, mais justement avec cette casquette chasseuse de tête, je vais également vous dire les métiers qui recrutent ou pas. Donc on y va. Pourquoi j'ai décidé de faire une scission entre la mode et les accessoires avec la cosmétique, c'est que on peut avoir des métiers en commun, vous allez voir des métiers que l'on retrouve dans les deux structures, et on a des métiers qui sont complètement propres à chacun des secteurs. On commence donc avec la mode et les accessoires. Donc un des métiers que j'ai le plus recruté, encore une fois en Ile-de-France, parce que vous êtes nombreuses également à me dire sur Instagram « Mélissa, je suis dans tel secteur mais ça ne recrute pas ». Il faut savoir que la majorité des sièges sociaux se situent en Ile-de-France. Vous en avez également à Marseille et un petit peu dans le sud. Vous en avez notamment à Eusgor, vous en avez voilà, dans toute cette région-là. Mais après, en fonction des métiers, c'est vrai que le nerf de la guerre, l'endroit où on recrute le plus, c'est quand même l'Île-de-France. Donc le premier métier que j'ai été amenée à énormément recruter pendant mes années en cabinet de chasse, c'était modéliste. Modéliste avec une certaine maîtrise des outils, donc ça pouvait être Modaris, ça pouvait être Lectra. Donc ce sont des outils sur lesquels les modélistes travaillent et effectivement c'est des postes qu'on recrute assez régulièrement dans le luxe. Et donc là vous allez me dire mais Mélissa, qu'est-ce qu'une modéliste? Donc une modéliste, elle va concevoir des modèles, des prototypes pour les croquis. Donc en gros le styliste il va dessiner sa collection et vous avez vu généralement le dessin c'est un petit peu le résultat final ensuite qu'on voit sur les podiums, et quand vous êtes une couturière ça veut rien dire pour vous, vous n'avez pas les mesures, vous n'avez pas la longueur des manches, vous n'avez pas l'étroitesse de la taille, et bien la modéliste elle est là pour traduire en fait, elle est là pour dire bon bah ok j'ai le dessin du styliste, maintenant en termes de croquis voilà ce que ça donne. Et donc c'est elle qui va confectionner et retoucher les prototypes, parce que vous savez que quand on crée un vêtement ça se fait pas comme ça. Vous avez le dessin, vous allez avoir le patron, donc pour pouvoir concevoir. Une fois qu'on fait la pièce, c'est un prototype, donc est-ce qu'on va faire des améliorations ou pas? Donc la modéliste elle est là pour faire des retouches en disant alors attends, par rapport au dessin là les manches elles sont pas assez ballonnées, etc. etc. Et donc finalement la modéliste ou le modéliste c'est elle qui va gérer les patronnières, c'est elle qui va gérer les couturières, donc c'est un petit peu la première d'atelier et elle va chapeauter tout ça. Donc c'est une grande responsabilité et c'est vrai que attention, toute la gestion c'est surtout par des outils, par des logiciels, donc c'est ce que je vous disais, Modaris, Lectra. Donc maintenant on n'est plus à l'ancienne à mesurer avec son fil. Certaines maisons aiment bien justement faire ce côté traditionnel, mais vous avez des outils justement à maîtriser et c'est vrai que la différence que l'on pouvait avoir d'une candidature à une autre quand je recrutais, c'est qu'en fait la maison ou la marque me disait Mélissa il faut absolument qu'elle maîtrise ou qu'il maîtrise Lectra ou tel outil, et donc si jamais le candidat ou la candidate ne maîtrisait pas le logiciel demandé par la maison, malheureusement on ne choisissait pas cette candidature. Donc faites bien attention aux spécificités. Deuxième métier que j'ai été amenée à recruter dans la mode, c'est l'ingénieur produit, et on a son homologue dans les cosmétiques que l'on verra tout à l'heure. Donc moi j'ai plutôt recruté des ingénieurs produits côté cosmétique, on le verra tout à l'heure. En mode moins de mémoire, mais je vais vous expliquer en quoi consiste ce métier. Un ingénieur produit, donc comme son nom l'indique, c'est un ingénieur, donc il va être sur la conception. Sur les cosmétiques, un ingénieur produit, ça peut être un ingénieur parfum, un ingénieur fond de teint, et bien sur la mode c'est pareil. Il y a ce côté où vous allez avoir le styliste qui a une pièce en tête,
mais des fois c'est physiquement pas possible, ou en tout cas textilement j'ai envie de dire pas possible, parce que par exemple il a l'idée d'une pièce hyper rigide en tulle, sauf que le tulle c'est du flou, donc c'est hyper voluptueux, donc ce sera pas rigide. Donc l'ingénieur il doit regarder comment il va pouvoir rendre ce t-shirt. Vous voyez, on est vraiment sur la technicité, un peu comme un ingénieur produit dans un parc d'attractions. En fait il veut juste rendre réalisable l'idée du directeur artistique. Vous avez également des maroquiniers. Alors des maroquiniers, j'en ai recruté un et c'était pour une très grande maison de maroquinerie. Donc tout simplement c'est quelqu'un qui va concevoir les sacs à main. Pourquoi ça a une importance primordiale à maroquinier? Parce que c'est souvent l'aura de la maison, la célébrité de la maison se fait à travers un sac. Par exemple quand on pense Hermès, on pense Birkin, on pense Kelly. On parle Chanel, on pense Timeless, Boy, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la célébrité d'une maison, il y a aussi un sac iconique derrière. Et là où le recrutement est important, c'est que à maroquinier, il a tous les secrets de fabrication justement d'un Birkin ou d'un Kelly. Et on va le voir dans Fashion Focus épisode 3. Donc je sais pas dans quel ordre vont être postées les vidéos, donc peut-être que vous le savez déjà ou peut-être pas. Hermès a porté plainte justement contre une douzaine de ses anciens maroquiniers qui reproduisaient à la perfection les Birkin, donc ils faisaient de la contrefaçon. Et donc le recrutement, c'est pour ça qu'on n'en recrute pas beaucoup, parce que généralement quand on recrute un maroquinier, il reste des années dans la maison et ils bougent pas trop, et c'est un petit peu les stars de la maison. Et on fait très attention justement à cette partie contrefaçon, parce qu'ils ont vraiment les parfaites mesures, les parfaites, ils ont tout. Et justement souvent vous me demandez: ah mais ça t'as acheté tel sac, est-ce que tu peux me donner les mesures exactes? Et ben non, c'est interdit par la loi. Ça voudrait dire que je sois complice de contrefaçon. Donc c'est vraiment des choses très secrètes les mesures. Donc c'est pour ça que même sur un site internet vous verrez jamais les parfaites mesures de tout. Vous avez également comme métier les patronnières gradeuses. Donc ça va avec le poste de modéliste. La patronnière, c'est tout simplement celle qui va faire le patron, donc qui va calculer les mesures pour pouvoir faire une chemise, pour pouvoir faire une robe, pour pouvoir faire diverses pièces. Donc la patronnière, ça va être vraiment la traductrice entre la vision de la direction artistique et les ateliers de production ou les usines de production. C'est vraiment grâce à ces mesures que après à la chaîne on va pouvoir faire des t-shirts, des robes, des jupes, etc. Donc c'est vraiment elle qui va faire toutes les mesures. Pareil, ça se fait à travers des outils. Maintenant il y a aussi une maîtrise traditionnelle, mais vous avez beaucoup de patronnières justement qui ne travaillent qu'à l'ordinateur. Et dans le luxe, dans la haute couture, on va vous demander des patronnières qui maîtrisent le côté vraiment papier, parce que c'est fait sur papier. Donc faites attention à ça. Si vous voulez aller dans le fast fashion, vous pouvez effectivement faire tout votre travail de patronnière sur ordinateur, mais si vous voulez intégrer le luxe, il faut avoir justement la maîtrise de la tradition. Autre poste que j'ai recruté. Donc concernant les visuels en boutique, donc tout ce qui va être le merch, vous avez deux types de postes, donc les VM boutique et les visuels merchandisers. Donc ces deux postes là sont assez différents. Donc moi j'ai recruté plutôt les visuels merchandisers. Je vais vous expliquer la différence tout de suite. Donc le responsable visuel merchandiser, donc les postes que j'ai recrutés, que ce soit en premium comme dans le luxe, c'est celui qui va concevoir le merch de la boutique. Donc c'est lui qui va décider de tout. Le responsable visuel merchandiser, c'est lui qui va confectionner la mise en scène de la boutique, de la vitrine. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui vraiment est en charge de la création de l'image de la marque en boutique. Donc le responsable visuel merchandiser, il ne travaille pas tout seul évidemment. Il va travailler avec un studio de création qui va proposer du contenu, qui va proposer justement des tendances, voilà, c'est un peu un cabinet de tendances avec ce qui peut être fait ou pas, et il va travailler avec un service commercial sur les tendances du marché, sur justement des analyses marketing, etc. Pourquoi? Parce que une vitrine ou l'intérieur d'une boutique, c'est ce qui va faire arrêter votre client, c'est ce qui va tout simplement, c'est un chemin que l'on va guider au client. Soit ça prend, soit ça prend pas. Mais derrière, il y a des enjeux commerciaux. Parce que si par exemple le merchandising n'est pas bon, le client ne va pas acheter. Si les articles ne sont pas dans la bonne zone, vous voyez, donc, ou si la boutique n'est pas belle, donc ça a un vrai impact et une vraie responsabilité. Là où le visuel merchandiser boutique, souvent, donc soit vous avez des personnes qui sont conseillers de vente et missionnées sur la partie VM, ou des responsables boutique, ou des VM 100% boutique, eux ils vont
appliquer ce que dit le responsable en boutique. Donc c'est lui qui va, soit il va avoir un petit peu un champ d'action un petit peu plus libre et il va adapter ce que lui dit le VM, donc son boss, en boutique, soit il a aucune liberté et il va appliquer. C'est simplement de l'applicatif. Et ce n'est pas du tout la même chose quand on recrute. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été VM boutique ne pourra pas postuler pour être responsable merchandiser. Ce n'est pas du tout le même poste. Ce ne sont pas les mêmes études. Faites bien attention à ça en fonction de ce que vous voulez faire. Toujours dans la mode, vous avez également les acheteurs que l'on retrouve également sur la partie cosmétique également. Donc les acheteurs, c'est tout simplement, ils travaillent dans un centre d'achat, ils appellent des fournisseurs, ils négocient, donc c'est vraiment de la négociation commerciale pure. Vous avez des études particulières pour faire des achats et ensuite ça vous prédestine, vous pouvez travailler effectivement dans la mode, vous pouvez travailler dans le luxe, vous pouvez travailler également sur tout ce qui va être grande distribution. Soit il va acheter des produits finis, soit il va acheter un tissu, un cuir, etc. Les postes que j'ai recrutés le plus et qui recrutent, alors moins maintenant avec le Covid parce que les boutiques sont fermées, mais vous avez les area managers ou responsables réseau, les responsables régionales, les responsables boutiques. Donc ces trois postes là dans le retail recrutent énormément. Donc un responsable réseau, il va gérer un certain nombre de réseaux de boutiques et c'est pas une région. Généralement, par exemple dans le luxe, on va recruter des area managers MEA, donc Europe, Moyen-Orient, etc. Donc c'est des grandes zones et c'est pas quelqu'un qui va être en boutique. C'est quelqu'un qui va étudier les tendances, qui va voir pourquoi cette boutique ne marche pas, qu'est-ce que peut mettre en place. Donc c'est vraiment une vision un petit peu plus globale. Le responsable régional, lui, va gérer une région. Donc c'est à l'échelle nationale. Donc par exemple, ça peut être la région PACA, ça peut être la région Grand Nord. Donc Grand Nord avec Paris et Strasbourg et Lille, etc. Soit vous êtes un responsable de boutique et vous évoluez au fil du temps dans la société et vous pouvez prétendre être responsable régional, soit vous avez fait un petit peu plus d'études sur toute la partie retail et là vous pouvez faire animatrice régionale ou animateur régional adjoint et après vous pouvez cranter. En tout cas c'est des postes qu'on recrute régulièrement. Encore une fois je mets des guillemets parce qu'en ce moment on est confiné et le retail va très mal. Mais à mon époque, ce sont des postes qui fonctionnaient très bien. Vous avez évidemment les responsables boutiques, les responsables adjoints, les vendeurs, les premiers vendeurs, etc. Donc vraiment les métiers basiques du retail que l'on recrute évidemment beaucoup. On va passer maintenant du côté cosmétique, qui était également une de mes spécialités, qui l'est toujours. Et donc là, on a des postes en commun et des postes bien différents. On retrouve notre ingénieur produit. Donc moi, c'est vrai que les ingénieurs produits, j'en recrutais beaucoup. Donc c'était ingénieur fond de teint, enfin on est vraiment sur une catégorie de produits. Et par exemple, il va étudier, l'ingénieur, il va tout mettre en œuvre pour que par exemple le fond de teint soit liquide parce que la marque a demandé qu'il soit liquide, pour que la poudre compacte, eh ben, elle ne se casse pas, etc., etc. Donc on est vraiment sur la chimie et vous avez des écoles spécialisées pour prétendre à ce type de métier. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète justement sur les diplômes et sur les écoles réputées dans l'univers de la cosmétique. Il y en a une en particulier, mais en tout cas c'est vrai que pour des grands groupes j'ai été amenée à recruter des ingénieurs produits cosmétiques. Donc vous avez effectivement toute une partie laboratoire, toute une partie chimie, parce qu'on est sur des produits très techniques dans la cosmétique. Donc vous avez aussi tous ces métiers là que je vais moins détailler parce que pour le coup j'en ai pas recruté, mais vous en avez bien évidemment. Vous avez également le responsable de production. Donc le responsable de production, on le retrouve dans la mode et dans les cosmétiques. Donc qu'est-ce qu'il fait le responsable de production? Il va gérer toutes les étapes de vie du produit, c'est-à-dire de l'imaginaire, de là où on l'a imaginé, à son arrivée en boutique, aux usines, aux achats, etc. Donc il est vraiment responsable de la chaîne de production. Et donc son objectif, ça va être forcément les délais, les coûts, les livraisons, etc. Parce que forcément, les usines de production, alors que ce soit en mode, mais même en cosmétique, ne sont pas en France ou rarement en France. C'est soit en Asie pour tout ce qui va être textile, soit en Italie par exemple pour tout ce qui est cosmétique, ça dépend de la marque. Et donc forcément, vous avez des délais de livraison en boutique parce que quand le service commercial vous dit bah ce fond de teint ou cette robe elle doit arriver à telle date en boutique parce qu'on a un lancement, notre égérie, etc. etc. Ben, on peut pas se permettre que les usines vous disent ah ben non mais nous on va livrer un mois plus tard. Non, et il y a aussi des contraintes coûts. Donc c'est vraiment des très grosses responsabilités et généralement il agit pas seul, il agit avec des assistants de production qui sont eux au téléphone à chaque fois
pour gérer tout ce qui est livraison, etc. etc. Et donc l'assistante de production dans la mode, c'est celle justement qui va gérer tout ce qui est prototype, qui va gérer les renvois, qui va être vraiment sur la relation avec les usines. Là où un assistant de production dans le secteur cosmétique va également gérer les relations avec les usines, pas sur des prototypes mode, mais sur des prototypes cosmétiques. C'est-à-dire on va renvoyer le fond de teint, on va renvoyer la pousse parce qu'elle n'est pas bonne, la texture n'est pas bonne, le pigment n'est pas bon, etc. D'un point de vue marketing maintenant, donc j'ai recruté beaucoup de postes en marketing dans le secteur de la cosmétique et notamment des postes de chef produit, chef de marque et chef de groupe. Donc c'est vraiment les 3 postes que j'ai été amenée à recruter. Au début quand j'ai intégré je ne savais pas du tout ce que c'était, mais du coup je vais vous donner une définition beaucoup plus claire. Donc un chef de groupe c'est vraiment celui qui va piloter les autres chefs de produits sur différents domaines. Si on est dans la mode, on a les chefs produits accessoires, mailles, tout ce qui est pull, flou, etc. Et quand on est dans la cosmétique, ça peut être chef produit, parfum, maquillage, teint, etc., etc. Donc dans la cosmétique, on est toujours autour de 3 axes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais on est toujours autour de 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui va être parfum. Donc généralement, on a des chefs de produits parfum. Ensuite, c'est tout ce qui est soins. Donc on a généralement des chefs de produits soins. Et tout ce qui est maquillage, donc on a des chefs de produits maquillage. Et donc le chef de groupe dans la mode, comme dans les cosmétiques, va gérer en fait toute cette équipe-là. C'est vrai que dans la mode, des chefs de groupe, ça bouge moins. Donc j'en ai moins recruté. Là où dans les cosmétiques, ça bouge un petit peu plus. Parce que le cycle de vie, le cycle de production est différent. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a cette rythmicité. Donc là, j'en ai recruté bien plus. Le chef de produit maintenant quant à lui. Donc le chef de produit, c'est un petit peu comme un responsable de production, sauf que le responsable de production, il va gérer le produit côté usine, côté délai. Le chef de produit, il va gérer son produit en fait, il va gérer son bébé, donc il va tout gérer. Il va vraiment être chef de projet sur ça en fait. Donc il va faire des études de marché, il va faire des analyses, il va faire tout un tas de choses, mais d'un point de vue marketing, pour que le produit remporte le plus de succès possible évidemment et le plus de ventes. Donc généralement le chef de produit va aussi faire la recherche de fournisseurs, il va faire la recherche coût, marge, etc. Donc c'est des métiers assez techniques. Vraiment je vous simplifie hein, les définitions pour pas que la vidéo soit trop longue et pour pas trop vous noyer, mais si justement un des métiers vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à faire des recherches pour voir si ça vous correspond réellement. Vous avez également le chef de marque. Donc le chef de marque, en fait si vous voulez, quand vous travaillez dans les cosmétiques, soit c'est la marque qui va gérer sa ligne cosmétique de A à Z, mais vous avez d'autres entreprises qui le font à la place des marques. Par exemple vous avez Coty, vous avez Puig. Donc Coty et Puig sont 2 grands mastodontes qui gèrent en fait les lancements de parfums par exemple pour des grandes marques, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, etc. Et donc ils ont plusieurs marques et donc vous avez donc des chefs de marque qui gèrent la marque, qui gèrent la relation marque avec l'entreprise et qui gèrent aussi le lancement produit. Donc c'est pour ça que si vous travaillez directement pour LVMH Parfum et vous êtes dédié, je sais pas, je dis une bêtise, mais chez Dior, il n'y a pas de chef de marque. Mais si vous êtes chez Coty ou chez Puig ou chez Interparfum, bah là oui, vu qu'il y a des marques différentes, vous pouvez être sur Nina Ricci ou autre. Donc là pareil, ce sont aussi des postes que j'ai été amenée à recruter. Ce sont des postes où on va en recruter peu, mais il y en a également peu sur le secteur. Vous n'en avez pas beaucoup des chefs de marque, donc c'est vrai que on recrute, mais il n'y a pas beaucoup de candidatures, donc vous pouvez effectivement vous lancer. On retrouve bien évidemment les visual merchandisers, donc vous avez aussi des responsables visual merchandisers qui gèrent aussi des régions, parce que les comportements d'achat en France, en Asie, en Afrique, etc. ne sont pas les mêmes, et donc ils vont faire des analyses de marché. On retrouve bien évidemment le responsable réseau, le responsable régional, le manager adjoint, les make-up artistes, mais on a d'autres métiers en boutique. On a par exemple les experts axes, donc c'est ce que je vous disais, soins, parfum, maquillage, donc ils vont être experts sur cet axe-là, peu importe la maison, peu importe la marque. Et vous avez également ce que l'on appelle des brand ambassadeurs ou alors des ambassadrices de marque. Vous avez des corners de marque. Et donc là, le vendeur ou la vendeuse, parce que ce sont des vendeurs et des vendeurs, non seulement ont une expertise dans les cosmétiques, parce que c'est pour ça qu'ils y travaillent, mais ils ont une expertise marque, donc ils sont formés par les marques. Et ils vont gérer le corner de A à Z, que ce soit les stocks, les ventes, etc. Et justement, ça me permet de basculer sur le formateur. Vous avez beaucoup de formateurs et de formatrices dans le secteur de la cosmétique. Vous en avez également en mode, mais pareil, j'ai pas été amenée à en recruter, alors qu'en cosmétique, j'ai été amenée à en recruter beaucoup. Et pareil, vous avez 2 types de formateurs.
vous allez avoir les formateurs qui viennent en boutique et qui forment les conseillères ou les conseillers de vente. Donc c'est le côté vraiment terrain. Là vous allez avoir les formateurs pédagogiques et eux ils vont construire la formation. Donc ils vont vraiment la construire de A à Z, que ce soit des PowerPoint ou autres. Et donc ils sont moins boutiques. Donc c'est deux postes également différents, c'est deux niveaux différents. Et donc voilà un petit peu pour tous les métiers. Donc là je vous ai, bien évidemment il y a plein d'autres métiers, hein. Il y a des métiers de brodeuse, etc. Mais je voulais pas partir trop dans le détail parce que sinon la vidéo aurait été très longue. Et comme je vous le disais, je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle mon expérience de chasseuse de tête parce que en 3 ans j'ai recruté effectivement 400, peut-être 400-500 personnes et je travaillais avec plein de marques différentes, plein de maisons différentes. Donc finalement sur 3 ans ça vous permet de voir les métiers cycliques, les métiers qui reviennent souvent, les métiers qu'on recrute très souvent. Et donc il y a des métiers qu'on recrutait très souvent parce que c'est un secteur qui est porteur. Et il y a des métiers où voilà, des maroquiniers j'en ai recruté un, des ingénieurs produits j'en ai recruté plus. Des responsables réseau, j'ai dû en recruter vraiment une vingtaine, des responsables régionaux une quarantaine, donc il faut vraiment mettre à des niveaux différents. Bien évidemment, j'ai recruté des assistants directeurs artistiques, mais c'est le genre de poste que vous recrutez en une vie, ou en tout cas assez rarement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu plus de métiers, parce que souvent on n'a pas trop en tête les métiers qui existent dans la mode. Moi je sais qu'avant d'intégrer ce cabinet de chasse, j'avais une toute petite idée des métiers qui s'y trouvaient, et en fait on a une large palette. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et j'ai hâte de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.